Non, pas bonne année, mais bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de cinéma.exe. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean Terge, bonsoir à toi, Bonsoir. et en compagnie de Simon alias Aveciné, bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Et on va commencer notre première rubrique, les news de la semaine, parce qu'il y a pas mal de petites news pour cette semaine. Premièrement, c'est une news que j'avais oublié de mettre la semaine dernière, parce que je l'avais notée. J'ai juste oublié de la noter sur ma fiche, c'est donc du 3 mai, c'est la fin de tournage pour le film Le Visiteur du Futur, donc ils ont officialisé la fin de tournage le 3 mai dernier, voilà, j'avais juste complètement oublié de la mettre. J'avais vu le tweet passer, j'avais juste oublié de noter dans l'épisode de la semaine dernière, donc voilà, c'est une news qui a été oubliée. On passe au 10 mai où il y a beaucoup de news. Déjà, premièrement, et ça c'était news, big up à toi Simon, parce qu'en plus c'est à toi que j'ai pensé quand j'ai mis cette news, donc très content que tu sois là, c'est que Netflix a sorti la bande-annonce de la saison 2 de Ragnarok le 10 mai. Alors, je dois te dire que j'ai une hype, mais alors de gamin de 6 ans qui attend Noël, là. Je suis devant ma cheminée avec une batte de baseball à attendre le Père Noël, là. Et bah dis-toi que j'ai la même chose avec la news suivante. News suivante, c'est la première bande-annonce pour Venom Let There Be Carnage, que j'ai très hâte de voir aussi. Bon, Ouais. après, c'était téléphoné depuis le premier film que ce serait Carnage le méchant, mais très hâte de voir ce qu'ils vont en Alors, faire. de mémoire, en fait, parce que vu que j'en ai parlé dans ma vidéo sur Spider-Man, en fait, il y avait une scène post-générique dont j'ai pas forcément Oui, parlé dans la vidéo parce où que je on trouvais voit pas ça Cletus très Cassidy, pertinent. et c'est pour ça que je disais que Où c'était on téléphoné voyait, depuis le 1. comment est-ce qu'il s'appelle l'acteur? Cletus Cassidy, et c'est l'acteur qui joue dans Zombieland. Ouais, je sais, mais son nom, je me rappelle plus. C'est pas grave, news suivante. Woody Harrelson. C'est Woody Harrelson qui joue donc Voilà. Cletus Cassidy, donc Carnage. Voilà. Du coup, 10 mai aussi, on a la première bande-annonce. Donc, alors, c'est pas un film forcément que je sais trop quoi en dire, mais c'est un film français, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est La Fine Fleur avec Catherine Fro et Vincent Dedienne. Je sais, j'ai pas vu la bande-annonce, je sais pas de quoi ça parlait, mais bon, petit film français, donc c'est toujours intéressant dans ce climat actuel de parler du cinéma français. Dans le cinéma américain, par contre, on a Leonardo DiCaprio qui a publié sur son Twitter les premières images, enfin la première image pour le film Killers of the Flower Moon, qui sera le prochain film de Martin Scorsese. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, dernière news du 10 mai, Amazon Prime qui a sorti la première bande-annonce pour sa série anthologique Solo, qui est une série qui donc, va parler notamment de la solitude, et qui a un casting quand même 5 étoiles, hein. On note quand même parmi les grosses têtes dans le casting, Morgan Freeman et Anne Hathaway, qui sont tous les deux lauréats d'Oscar, donc c'est plutôt un bon casting. Le 11 mai, 3 petites news. On a dans un premier temps une nouvelle un peu triste qui est le décès de Norman Lloyd, qui est mort à l'âge de 106 ans, qui est un acteur américain, et en fait c'est pour ça que c'est important de parler de sa mort, parce que c'est le doyen du cinéma, c'était l'acteur le plus vieux à ce jour, et il avait notamment tourné, pour vous dire à quel point il a tourné il y a très longtemps, il a été notamment une des égéries d'Orson Welles et de Alfred Hitchcock. Oh, rien que ça. Rien que ça, et donc la personne est décédée le 11 mai, donc il est décédé il y a 4 jours. Toujours le 11 mai, cette fois-ci, on va passer sur des nouvelles un peu plus intéressantes, un peu plus joyeuses plutôt, pas intéressantes, parce qu'en vrai c'est très intéressant de se connaître ça, mais nouvelles joyeuses. C'est Ewan McGregor qui, lors d'une interview avec Jimmy Kimmel, c'est je crois le Saturday Night Live, l'émission de Jimmy Kimmel, je suis plus sûr, mais en tout cas voilà, qui a annoncé en tout cas que les tournages pour la série Obi-Wan sur Disney+, ont déjà commencé. Il a même d'ailleurs parlé d'un tournage qu'ils ont fait le 4 mai, donc c'est pour dire que ça a déjà commencé depuis quelques semaines. Autre news, c'est une news que j'avais un petit peu hâte de voir, puisque c'est David Lynn Bousman qui est derrière ce film, et Dieu sait à quel point il a fait de très bons films d'horreur. Donc Lionsgate Studio qui a publié une nouvelle bande-annonce entre guillemets pour le film Spiral, l'héritage de Saw, dans lequel on peut voir la scène d'ouverture, le piège de la scène d'ouverture du film. Et vu que c'est David Lynn Bousman qui est derrière, j'ai un peu hâte de voir ce que ça donnait, sachant que David Lynn Bousman était celui qui avait aussi réalisé Saw 2 et 4, je crois. Ensuite, le 12 mai, c'était une des news qu'on vous teasait depuis quelques temps et qu'on avait un petit peu hâte de voir, c'est la sortie du film Oxygène, le nouveau film d'horreur psychologique de Alexandre Aja avec Mélanie Laurent au casting. Le 14 mai, 3 news, et ce seront les dernières news puisque je n'ai pas une news aujourd'hui. C'est déjà la première bande-annonce pour la saison 2 de Lupin qui est sortie par Netflix. On a aussi, et ça en fait, on avait eu la bande-annonce, mais je l'ai dans la semaine, mais j'en ai pas parlé parce que du coup la série est carrément sortie. C'est la saison 2 de Love, Death and Robots qui est sortie du coup sur Netflix le
14 mai. Et enfin, la dernière news du 14 mai, c'était une news qu'on vous teasait aussi depuis très longtemps, c'est la sortie sur Amazon Prime Video de la série The Underground Railroad, la nouvelle série de Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, et Dieu sait à quel point ce réalisateur est très très bon, et Moonlight était incroyable. Et donc enfin pour finir, les sorties en salle du 12 mai, et bah aucune sortie, mais vous en doutez, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler de la réouverture des salles, parce que normalement, il y aura des films qui sortiront en salle ce mercredi. Et ça, on avait un petit peu hâte. Parce que du coup, ça y est, les salles réouvrent. Donc mercredi, c'est confirmé, on est sûr maintenant qu'elles vont bel et bien réouvrir. Moi, je retournerai normalement en salle le vendredi. J'espère pouvoir voir Drunk de Thomas Vinterberg, puisque potentiellement il sera diffusé dans le cinéma où je vais. Donc je verrai bien à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà. Je vais d'abord vous faire un petit listing des films qui vont sortir, comme on l'avait fait pour la première réouverture. Alors sachant que là, c'est une liste que j'ai trouvée un peu à l'arrache. Je suis pas totalement sûr de tous les films, qu'il y ait bien tous les films qui vont sortir, et s'il en manquerait pas certains, de toute façon on vous redira lesquels sont sortis la semaine prochaine. Donc déjà on a les films qui étaient sortis avant la refermeture des salles en octobre, et qui du coup vont ressortir à nouveau à cette date, donc le 19 mai, pour pouvoir avoir plus de diffusion en salle. Donc on a déjà 30 jours max de Tarek Boudali, qui avait été diffusé je crois 2 semaines sans plus. On a Adieu les cons d'Albert Dupontel, ADN de Maïwen, 2 de Filippo Meneghetti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un film qui parle d'une histoire de 2 femmes lesbiennes qui parlent de qui ont vécu en fait pendant une période où le fait d'être gay était très très mal vu. Même encore aujourd'hui c'est assez mal vu, mais même si les mœurs sont plus ouvertes. Et donc en fait elles ont vieilli ensemble en tant que couple. Et c'était c'est un film qui est sorti, qui avait été d'ailleurs nominé, je crois, c'était soit au Golden Globe, soit au Festival de Cannes ou au César de l'année dernière. Sinon, on a aussi, du coup, Drunk de Thomas Vinterberg, film que j'ai très très hâte de voir. Garçon chiffon de Nicolas Vanier. Le bon grain et l'ivraie de Manuela Frézil. Michel-Ange d'Andrei Konchalski. No Way de Ton van Zandvoort. Polly de Nicolas Vanier, Sous les ailes de Paris de Klaus Drexel, Sur la route de Compostelle de Fergus Grady et Noel Smith, Vortex de Christophe Carabache. Et ensuite, en film d'animation qui était aussi sorti avant la fermeture et qui ressort du coup en salle ce mercredi, on a 100% loup d'Alexis Staderman, Quelle amitié, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet, Joseph Dorel, donc qui avait d'ailleurs remporté le meilleur film d'animation, c'était au dernier, alors je sais plus si c'était César ou le Festival de Cannes, je crois que c'est le dernier César qu'ils avaient remporté le meilleur film d'animation. La chouette en toc de Célia Tisserand, Fritz Standaert, Pascal Eckett. Les mal-aimés d'Hélène Ducroc. Lupin 3 The First de Takashi Yamazaki. Et Petit Vampire de Johan Sfar. De quoi ? J'ai très très hâte de le voir, le nouveau Lupin. Lupin 3 ? Ouais. Et du coup, on va parler vite fait. On va parler vite fait du coup des sorties, donc les films qui n'ont pas pu sortir parce que les cinémas étaient fermés pendant 6 mois et demi et qui vont donc avoir droit à leur première sortie en salle. On a dans les films Digger de Georgis Gregorakis, Envole-moi de Christophe Baratier, Falling de Viggo Mortensen. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Viggo Mortensen, c'est l'acteur de Aragorn, je crois. C'est ça. Que je me trompe pas dans le nom, donc dans le Seigneur des Anneaux. On a L'étreinte de Ludovic Bergerie, Le dernier voyage de Romain Quiraud, Mandibule de Quentin Dupieux, Slalom de Charlène Favier. Avec impatience. Oui, ça je le sais, c'est aussi pour ça que je l'ai mis. Et dans les films d'animation, on a Demon Slayer, Le train de l'infini d'Haruo Sotozaki, Le prince serpent de Fabrice Langvera et Anna Kemelevskaya, que je me trompe pas dans les noms, Ongaku, notre rock de Kenji Iwaisawa, Stardog et Turbo 4 de Ben Smith et Tom et Jerry de Team Story. Pour Kaamelott, puisque je vois que Max nous parle de Kaamelott, je n'ai pas vu la date de sortie. Potentiellement, il a été repoussé au niveau de sa date de sortie, parce qu'il faut penser que la plupart des dates de sortie ont été retweakées pour éviter un encombrement des salles. Et c'est bien ce que je dis, le film Kaamelott sortira donc le 21 juillet, donc il ne sortira pas à cette date-là. C'est en juillet du coup, Max, que Kaamelott sortira. Et juste un petit détail sur ce que tu as dit plus tôt. Pour Jimmy Kimmel, son émission est le Jimmy Kimmel Live, et celui qui présente le SNL, donc le Saturday Night Live, c'est Jimmy Fallon. Ok. Et je pense que de toute façon, en même temps, ils font tous à peu près les mêmes choses, donc bon. Oui, c'est la même chose. Juste que le SNL, c'est la même chose, mais en mieux. Mais
Pas le dire. Surtout qu'ils ont eu Elon Musk. Ils ont eu Jack Black, voilà. Ils ont eu tellement de monde. Là-dessus, c'est clair. Mais du coup, ça c'est pour tout ce qui sera normalement les sorties. Alors potentiellement, il y a peut-être d'autres films que j'ai pas vu passer, mais ça me semble être à peu près les bonnes choses parce qu'ils vont. L'objectif aussi sur les sorties en salle du 19, c'est pas de sortir déjà des grosses têtes. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de très grands noms, à part des très grands noms français comme Adieu les cons ou étrangers comme Drunk, qui sont des films qui vont pas forcément attirer enfin, qui sont pas des gros blockbusters qui vont attirer le grand public, mais qui vont quand même attirer du public, histoire de ramener des gens dans les salles, mais pas trop non plus. Et en même temps, pas trop de films, histoire justement d'éviter de surcharger les salles et que en fait tout le monde se retrouve pendant une semaine à pas trop savoir quoi aller voir, puisqu'il faut penser que tout ça, ça sort mercredi, et le mercredi d'après, on a d'autres films qui vont aussi sortir en salle. Donc pour éviter en fait que des films se retrouvent étouffés par la sortie de d'autres films, par exemple là, je pense concrètement que parmi les films qui vont être le plus regardés, là on va avoir Adieu les cons, on va avoir Drunk, on va avoir potentiellement Mandibule, et surtout le film qui je pense va faire un énorme succès, qui va attirer beaucoup de monde, c'est Demon Slayer, le train de l'infini, puisqu'il est très très attendu Oui, par évidemment. les fans de films d'animation japonais, puisque c'est actuellement le film le plus rentable d'animation au Japon. Il a dépassé Le Voyage de Chihiro, on en avait parlé il y a quelques temps. Donc Faut clairement, dire que ce sont les l'animé films. a un très gros. Faut dire que l'animé a un succès montant Oui, qui est quand même assez énorme. donc c'est pour ça. Donc c'est Il y a clairement ça c'est des aussi. films qui vont un petit peu écraser les autres. Donc on peut comprendre qu'ils veulent pas sortir trop de films en même temps pour En permettre aux vrai, gens de savoir allez quoi je pense regarder. que Mandibule, quand même, en termes français, Mandibule va sortir son épingle du jeu, je pense. Hein. Parce que bon, Quentin Dupieux plus le Palmacho et d'autres Ouais, mais acteurs assez le problème connus. c'est qu'en face t'as Adieu les cons d'Albert Dupontel. Non, dis-pas aussi. Quentin Dupieux, mec. Mais Adieu vu les le. cons qui a gagné je ne sais combien de César, qui a été nominé aux Golden Globes, si je me rappelle bien, qui avait gagné des trucs, enfin, Adieu les cons, il a une notoriété de fou furieux alors que personne ne l'a encore vu. Après, Oui, moi, mais comme je disais, Quentin Dupieux a quand même fait Rebirth qui, dans son style, est ultra connu et reconnu. Oui, Albert Dupontel aussi, il a fait énormément de films qui sont extrêmement connus et reconnus. En fait, on a affaire à deux réalisateurs qui sont tous les deux très connus et qui ont fait de très grandes choses. Ouais, Le c'est seul vrai. truc qui fait que pour moi ça pêche un peu pour Mandibule, même s'il va quand même très regarder, hein, je dis pas le contraire, Après, mais ça qui reste va un à public de l'avantage niche. d'Adieu les cons, c'est que Adieu les cons, lui, a eu toutes ses nominations et tous les prix qu'il a remportés, puisqu'il avait tout raflé au César, C'est vrai. César, qui fait que lui, forcément, était bien plus mis en avant que Mandibule. Ce qui fait que c'est Non, et l'avantage puis, qu'il a. Mais les deux films vont être de toute et façon puis, regardés. mine de rien, quand tu regardes la filmo de Dupieux, ça reste des films qui sont énormes, je trouve, mais ça reste un humour qui reste particulier. C'est soit t'accroches parce que ça reste ultra absurde, soit Ah, tu Dupontel t'y fais aussi, pas hein. du tout. Dupontel aussi, hein, c'est la même chose. Ah, que le Mandibule peut vraiment capitaliser sur ces deux têtes d'affiche qui sont le macho. ouais. Et vu le Oui. succès qu'avait été leur premier film, Max et Léon, ouais voilà, Max et Léon pendant la Seconde Guerre mondiale et tout le c'est bordel, vrai, qui était avec- monstrueux, clairement. je pense sincèrement que pour le coup, je vais être obligé de me faire l'avocat du diable et de rejoindre Paul sur le fait que, à mon avis, Bah, rien que pour ça, les gens vont aller en masse au cinéma pour aller voir non pas le dernier film du réalisateur, mais le dernier film du Palmacho. Et il ça, y a ça aussi, surtout que c'est pas la première fois que Quentin Dupieux tourne avec le Palmacho. Alors le Palmacho lui-même, non, mais avec Grégoire Ludig, donc qui est le barbu dans le Palmacho, ils ont fait justement Au Poste, qui était avec Poulvord et qui était pareil énorme et tout aussi absurde. De toute façon, on verra bien, mais je pense qu'on a déjà à peu près les trois noms qui Oui. vont faire la majeure partie du public, hein, c'est-à-dire Demon Slayer, Mandibule et Adieu les cons. Parce qu'on va pas se mentir que Drunk nous donne très très envie, mais c'est vraiment plus un truc pour cinéphiles qu'un truc pour le grand C'est ça. public. Ne le cachons pas. Même si Ah, clairement mais c'est, oui. je pense, le seul que je En verrai. vrai, En vrai, je suis pas d'accord. 30 jours max, je pense. Ah oui, c'est qu'il va vrai, il y a faire 30 jours son max effet. aussi. Oui, il y a 30 Je jours max. pense qu'il va faire son Mais- effet. clairement. Mais, il y a un truc à penser par rapport à 30 jours max, c'est que 30 jours max a eu le droit déjà à 2 semaines de diffusion, ce qui n'est pas le cas des autres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc lui a déjà été regardé par plein de gens. Déjà fait son succès. Après, il le ressort, c'est vrai, parce que non plus, c'est vrai que 2 semaines, c'est pas énorme pour un film. Oui, mais mais je quand pense tu connais, qu'il va déjà faire les- moins d'entrées que les autres, du simple fait que lui a déjà fait une bonne partie de ses entrées quand il est sorti. Je suis pas d'accord. C'est Tarek Boudali quand même, hein, mine de rien. Il a un capital sympa. Enfin, il a un succès dû à Oui, ses mais capital sympathique et quand même il a prodigieux. déjà eu un. Enfin, le film à sa sortie C'est a vrai. fait quand même pas mal d'entrées, hein.
Ah oui, non, ça c'est pas étonnant du tout, clairement. Et en connaissant un peu la clique Lachaud et compagnie, euh, leurs films en général, c'est des très bons films à regarder une fois, mais le problème c'est que la deuxième fois, c'est moins intéressant, parce qu'en fait, la première fois, ce qui Prends en compte, est le mieux, prends en compte c'est aussi la surprise de la vanne. prends en compte aussi le fait que Tariq Boudali et l'équipe Lachaud a refait un peu parler d'elle récemment grâce à LOL. C'est vrai. Donc à voir, de toute façon on verra. Et il y a un autre film que du coup, en relisant, c'est vrai que moi je l'attends avec impatience et que du coup on n'a pas cité, c'est Tom et Jerry. Je vais pas te mentir, On parle quand même de Tom et Jerry en 2021 avec, comment elle s'appelle cette actrice Chloé Grace Moretz, qui est une très bonne actrice, et du peu comment la bande annonce, ça a l'air d'être vraiment pas dégueulasse en termes d'animation, comme en termes d'humour ouais, et de mais jeu est-ce que ça va vraiment réattirer le public français? C'est Tom et Jerry. Tom et Bon, Jerry est un classique. Tom et Jerry, c'est un classique intemporel. je Je vais pense, je pense que tu es aussi bien placé que moi pour passer du temps sur l'Engag et voir que Ah oui, les non mais peu de fois où t'as Tom et Jerry qui apparaît, un, ça fait toujours un très bon succès. un truc que t'oublies, c'est que 9gag, c'est les Américains. Oui, mais il n'empêche que même en France, En Tom France, et Tom et Jerry Jerry a été un regarde. sacré succès, mais le problème c'est que, est-ce que déjà, le public, parce que déjà le public cible, déjà c'est les enfants, donc est-ce que les enfants vont retourner Pas voir d'accord. Hein. Tom et Je suis Jerry? pas convaincu. Je suis pas totalement d'accord. Pense aux familles, pense aux personnes qui ont grandi avec Tom et Jerry en France. Je pense qu'il va Oui, non, marcher mais aussi. Hein, tu vas pas me franchement, dire que le film a été pensé pour les mecs de 25 piges qu'on est non, nous et évidemment. qui ont un truc. Forcément, le film, le public cible, et c'est bien ce que j'ai dit, le public cible, c'est les enfants. Bah, je dirais même plus les familles en fait que les enfants. Je pense plus justement les familles qui ont des gosses et qui veulent le dire. C'est les enfants. Tom et Jerry, ils le connaissent Dans et ces ils vont cas-là, ramener on en compte. C'est considère que pas... le public cible, c'est les Oui, enfants, pas la et famille, les enfants. c'est pas juste un enfant C'est qui va pas voir le film Bienvenue et va chez les dire je ch'tis. donne du bon. Ouais, voilà. Bienvenue C'est chez ça. les ch'tis, c'est un film dont le public cible était les familles, où le but c'était que les enfants et les adultes le regardent. Tom et Jerry, clairement, le public cible, c'est pas les parents, hein, c'est les enfants. Oui. Après, Je oui, pense qu'il va forcément, les parents vont y je aller parce pense, qu'ils accompagnent leurs gosses, je mais pense qu'il va quand même ah oui, avoir non un mais très bon succès. Hein. il va faire des entrées. Clairement. Mais après, est-ce qu'ils vont vraiment faire des entrées? Parce qu'il y a aussi le détail qu'il faut qu'on parle, qui est important à noter, c'est est-ce que le cinéma va vraiment réattirer tout de suite son public? Parce que concrètement, on a eu pendant 6 mois et demi une fermeture des salles de ciné. Ouais. On est encore dans une période qui est très flippante en termes de Covid, parce que ok, on a débuté les vaccins, ok, on commence à avoir, on commence à voir un peu le bout du tunnel. Sauf que bah, quand on se sentait au bout du tunnel, on nous a ramené les variants, et là, ça fait peur. Parce qu'on nous apprend plus que les variants, Les parents. que les vaccins sont non efficaces contre certains variants. Donc c'est-à-dire que bah, même les techniques qu'on pensait nous aider et nous permettre de nous sortir de la crise, au final deviennent totalement caduques face à ces nouveaux variants. Donc est-ce qu'au final, cette peur et cette chose, surtout qu'en plus de ça, on va pas se mentir qu'on sait très bien que les infos vont parler des variants, vont arriver, vont faire alors est-ce que les réouvertures des salles, ça va réattirer du monde parce qu'avec les variants, ça, on sait très bien qu'ils vont en parler et qu'ils vont le mettre en avant, histoire de remettre un petit vent de panique entre guillemets. Donc est-ce que au final, ces salles vont vraiment réattirer un public? Ça, c'est vrai que. Parce que les habitués, Forcément, on les parce que. connaît, on sait qu'ils vont y aller, ils l'ont déjà fait au C'est premier ça. truc, hein, voilà. Mais est-ce que les autres vont venir? Bah, du moins, de ce que j'en vois de mon côté, par exemple pour les salles de spectacle, étant donné que c'est dans le domaine dans lequel je travaille actuellement, clairement, on a des spectacles qui doivent qui doivent se dérouler après la réouverture, et on a déjà énormément de places qui sont prises par rapport aux prévisions. Alors, on Donc verra bien. clairement, je pense que les infos évidemment agiront de sorte à faire flipper un peu, mais je pense que l'envie de vouloir ressortir et de vouloir retrouver les salles de spectacle, les cinémas, les concerts et tout, sera plus forte que la peur que pourra amener Ouais, ces mais est-ce que informations-là. ça va être aussi immédiat? Est-ce que ça va pas plutôt Hmm. prendre du temps? Ce qui va être au désavantage complet des films qui, eux, vont ressortir tout de suite, parce qu'entre-temps, d'autres films vont sortir et potentiellement des plus gros films. Moi, je pense concrètement que la majeure partie du public ne va pas y retourner tout de suite. Ils vont attendre les sorties de juin, parce qu'on a quand même de très gros films qui sont annoncés fin juin. On a Camelot, on a d'autres gros blockbusters, je crois, qui ont été annoncés pour fin juin aussi. Et je pense que le public va plutôt attendre ces dates-là. Quitte à devoir attendre un mois de plus, mais au moins pour se laisser un mois de marge pour savoir est-ce que oui ou non la situation va bien se passer pour tout le monde. Hmm.
Moi, en tout cas, c'est une des pensées que j'ai, et je pense que ce sera confirmé quand j'irai. Enfin, quand on verra les news apparaître, alors pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce qu'il faut au moins laisser un petit gap. 3 jours après, on n'aura pas de bon visu sur les chiffres, mais je pense qu'une semaine à peu près après, on commencera à avoir à peu près une idée des chiffres et de est-ce que oui ou non le public est vraiment retourné dans les salles, ou est-ce qu'au contraire il y a quand même encore une. C'est vraiment le coup de l'eau est peut-être encore un peu trop froide pour que je mette les pieds dedans. Moi, je pense que c'est ce qui risque de se passer. On le verra bien de toute façon, hein, concrètement. Oui, évidemment. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est vous inviter à y retourner de toute façon, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai été C'est l'un ce des qu'on va faire, premiers, déjà. enfin, j'étais même le premier à retourner dans mon cinéma. J'étais un des premiers, du coup, à retourner au cinéma lorsqu'ils ont réouvert la première fois. Ça s'est très très bien passé. Je n'ai jamais chopé le Covid jusqu'à maintenant. Alors après, ça se trouve, si je l'ai peut-être chopé, mais asymptomatique, j'en sais rien. Euh, c'est ça qui est horrible avec cette maladie. Mais en tout cas, voilà, j'ai jamais eu en tout cas, j'ai pas eu de problème. Les gestes barrières étaient totalement maîtrisés, ça se passait très très bien. Sauf qu'en plus, moi j'ai vécu les deux réformes, c'est-à-dire l'arrivée où on était juste chacun séparé, mais on pouvait totalement enlever le masque dans la salle, qui était la première réouverture. Et après, par la suite, ils ont ajouté le masque obligatoire, et même là, ça se passait très très bien, il n'y avait aucun souci en fait, même avec le masque obligatoire dans les salles. Donc ça, c'est la chose que je peux dire, c'est clairement, moi je m'attends à une réouverture qui passe très très bien, qu'il n'y aura pas de souci. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement, si vous devez y aller, retourner en salle, parce qu'il y a plein de films qui méritent qu'on aille les voir et de soutenir les gens qui ont fait ces films, parce que c'est important aussi de les soutenir. Parce qu'il y en a qui ont beau avoir fait des entrées comme 30 jours max de Tarek Boudali, le problème c'est que si jamais ça se vote complètement après, ils auront beau avoir fait des entrées, je suis pas sûr qu'ils aient capitalisé leurs entrées. Des films comme Adieu les cons d'Albert Dupontel, Drunk de Thomas Winterberg, pardon. Ce genre de gros films qui sont en fait du cinéma français. Moi je vous invite surtout à aller voir du cinéma français pour le coup. Oui, Je vais pas le mentir, je vais pas vous inviter à aller voir Demon Slayer, le train de l'infini, même s'il peut donner très envie, parce que simplement, lui, c'est déjà rentable en fait. Lui, il a déjà rentabilisé son truc avec le Japon. Il y a plein de films qui se sont déjà rentabilisés avec les autres pays. Mais des films comme 30 jours max, Adieu les cons, en vrai Drunk il a déjà un peu rentabilisé, mais même Mandibule, qui sont des films purement français, avec un casting français et que des acteurs français, ça peut valoir le coup de plutôt aller voir ces films-là pour justement remettre un peu d'argent dans les caisses du cinéma français, parce que c'est vrai que elles ont un peu creusé pendant ce temps, hein, ne l'oublions pas. Et vous alors, quel est votre avis sur la situation Non, comme tu as dit, dans tous les cas, peu importe ce qui se passera, on retournera, enfin de mon côté, du moins, je retourne au cinéma parce que notamment il y a énormément de films que je veux voir. Et même, c'est une sensation qui me manque, parce que même si j'ai mon confort d'avoir un bon écran pour regarder des films, mon canapé tranquille avec ma couverture, mon coussin et mes popcorn, t'as pas la même impression. J'ai pas un écran qui fait la taille de mon mur. J'ai pas un système home cinéma qui me fait vibrer mon siège. J'ai pas comment dire, cette ambiance que tu retrouves dans les cinémas qui est ultra agréable, je trouve. Oui. Ceux qu'on fait chez eux, je comprends totalement que, au final, le fait qu'il n'y ait pas les cinémas, Alors, ça les choque pas. on va revenir Mais sur pour un avoir des la sujets qualité- qu'on avait traité il y a super longtemps, c'était le Voilà. murmure, où je vous avais expliqué que moi je suis bien équipé, j'ai une barre son, j'ai un vidéoprojecteur qui projette sur mon plafond, j'ai un truc vraiment très très propre pour le ciné. Je vais Oui, quand même ça retourner en reste pas salle parce pareil. que Voilà. même chez soi en fait, c'est pas du tout la même ambiance que dans C'est une ça. salle. Il y a une grosse différence, À même moi, si on a un home c'est pour cinéma ça. chez soi, entre aller au cinéma et le faire chez soi, quoi. T'as beau avoir tout le confort tout le confort possible à la maison, à moins d'avoir un putain 400 de potes. manoir et d'avoir un mini cinéma dans ta cave, tu peux pas retrouver les mêmes sensations que t'as dans une salle de cinéma. Ah ouais, totalement. T'as des choses, même le fait d'avoir d'autres personnes qui regardent le film avec toi, ça reste quelque chose qui est ultra intéressant. Alors, je suis d'accord que parmi ces personnes-là, des fois, ça reste particulier, notamment par rapport aux réactions et tout, qui est pas forcément ultra agréable. Mais dans la globalité, moi, le fait que j'ai rarement été déçu des autres personnes, j'ai plus souvent justement été, je vais pas dire enjoué, mais été agréable. Enfin, le fait que c'est agréable justement, le fait d'avoir d'autres personnes qui regardent le film avec toi pour avoir justement les mêmes réactions, partager quelque chose, le fait de partager quelque chose. Hmm. Et toi alors, Pour donner Simon? une idée. On t'entend pas pour l'instant. En même temps, j'arrive pas à en placer une, donc j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que je te donne je t'ai donné le bâton de la parole, tu peux parler. J'essaie de me donner cet honneur. Personnellement, je vais être très franc. Pour avoir eu l'occasion de me taper des films dans des conditions plus délirantes les unes que les autres et dans le calme, bien évidemment, hein,
C'est-à-dire que quand tu vas voir un film que t'es tout seul, que tout se passe très bien, c'est cool, mais quand tu y vas et qu'il y a une bande de connards à 2 sièges de toi qui peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule, alors que putain, on est dans une salle de cinéma, t'es comme à la messe, tu la fermes à un moment, les gens ils sont là pour profiter d'un film, putain de merde. C'est vrai que ça peut être chiant et que je peux comprendre les gens qui ont envie de rester chez eux à regarder un film Netflix. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'aller au cinéma, c'est une expérience qui est à la fois collective, parce que tu vas Mm. rarement tout seul, ou alors même quand tu vas tout seul, Salut. tu as des gens autour de toi. Je veux dire, Salut. On était 3 dans la salle, salut. la dernière fois que j'avais été au cinéma tout seul de mémoire, c'est j'avais été voir Star Wars 9, et pour te dire, j'ai réussi à taper une bavette avec des mecs qui étaient juste derrière moi, qui avaient vu le 8, et qui avaient adoré le 8, et je leur ai pourri leur vie parce que j'avais détesté le 8. Ah, Donc, pourtant, le 8, c'est le meilleur de la. Je vais pas dire que le 8, c'est le meilleur de la post-logie, mais bon. Oups, je l'ai dit. on a des avis qui divergent là-dessus, mon pote, t'inquiète. Mais le truc, c'est que personnellement, moi, je retournerais bien au cinéma, mais seulement s'il y a des films intéressants à voir. C'est-à-dire que je peux comprendre l'engouement de certains pour certains réalisateurs ou pour certains films, mais d'un autre côté, malgré le fait que j'aime profondément le cinéma à un point où c'est ma seule raison de me lever le matin, j'ai pas non plus envie de mettre ma santé en danger pour lui. Parce que, à un moment, faut dire la vérité, si je veux pouvoir me lever le matin pour aller me taper un film, faut que je sois encore suffisamment en état pour me Je lever suis le matin. vivant. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense sincèrement, à mon sens, que les gens devraient, le sont de toute façon, suffisamment responsables pour se dire, pour l'instant, on ne sait pas. Je sais qu'il va y avoir une grosse hype autour de la réouverture des cinémas. Parce qu'il faut dire la vérité, maintenant la paranoïa elle est partie, enfin elle est passée. Et surtout, c'est qu'on a tellement été privés de liberté que maintenant je pense que les gens ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se retrouver en terrasse, ils ont besoin de décompresser, ils ont besoin de voir de la famille et des amis, ils ont besoin vraiment d'extérioriser toute cette solitude qu'ils ont accumulée pendant quasiment un an là, qu'on est confiné, déconfiné et que ça fait montagne russe. Et je pense que oui, les cinémas vont être un lieu de rendez-vous qui va être ultra important et qui va être vraiment ultra central dans en fait cette espèce comment je pourrais dire ça, de retour en fait à la vie normale. Mais il faut toujours rappeler que le virus il est toujours là et que Ça à t'inquiète, titre les infos vont nous le sortir. je retournerai au cinéma que quand il y aura vraiment un film qui me donnera vraiment envie de le voir, à tel point où je vais bouffer, respirer, fumer ce film littéralement à chaque étape de ma vie pendant un mois, jusqu'au moment de sa sortie. Sinon, pas avant, je ne pense pas que je vais y retourner. Drunk. Ah, malheureusement, je vais reprendre les mots d'un ami à moi qui joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Je vais me la jouer petit sexe, mais je préfère éviter de mettre ma santé en danger. Ouais, moi c'est ce que je disais, hein, c'est que je pense que concrètement sur les cinémas c'est pas là où il y a le plus de risques et clairement, comme je le disais, ça s'est très bien passé et pour moi il n'y a pas de mise en danger de la santé du tout. Aller au cinéma, ça se passe bien. Après ça dépend aussi des cinémas dans lesquels on va. Moi je sais que dans des petits cinémas ça se passera très très bien. Après dans les gros cinémas j'en sais rien. Euh, Mais en tout cas, ouais, voilà, moi, je suis d'avis d'y retourner. Je sais qu'il y en a, c'est pas leur avis. C'est pour ça aussi que je voulais voir avec Simon, parce que Simon nous avait déjà partagé son avis auparavant. Donc, je savais à quoi m'attendre. C'est pour ça que je voulais qu'il en parle, parce que c'est intéressant d'avoir les deux. De toute façon, le but, c'est que ce soit un débat aussi. Et le principe du débat, c'est que, il y ait des avis divergents, forcément. Mais en tout cas, non, c'est vrai que. Après, je vais être très franc, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'y retourner. Je pense sincèrement à l'heure actuelle que n'importe qui a les capacités cognitives de se dire qu'il fait le bon ou le mauvais choix et en fonction de ce qu'il a envie de faire, il le fait. Je vais pas juger, je m'en tamponne royalement. Si t'as C'est envie de... juste que toi, personnellement, tu Moi, j'empêche préférerais ne pas le personne faire. voilà, j'empêche personne de le faire. Je dis juste que pour ma part, à moins vraiment que, comme toujours, ma femme me casse les pieds pour qu'on puisse aller au cinéma, parce que, en règle générale, quand elle a un film en tête, elle veut aller le voir, et là, c'est pendant une semaine, tous les 30 jours. jours max. On va voir le film, on va voir le film, on va voir le film. Alors t'imagines quand t'as aucune envie d'aller voir ce film-là, et que t'es obligé d'aller te le faire, c'est compliqué. Mais, pour être très franc, je pense sincèrement que c'est pas forcément une bonne idée. Mais je ne dis pas que parce que moi je le fais, il faut que vous fassiez la même chose. Ce sont des mots sages. La Ouais, sagesse, c'est juste la présence d'esprit, c'est tout. De toute façon, moi, comme d'hab, je suis reporter terrain de cette émission, donc moi je serai sur le terrain et je vous tiendrai au courant. Je vous dirai comment ça s'est passé par rapport à nous, la réouverture, etc. Quelles sont les mesures barrières qui vont être mises en place. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore de news là-dessus, j'ai pas vu trop passer le sujet, mais je serai tenu au courant de toute façon quand j'irai. Je demanderai aux gens du cinéma et je leur dirai alors les gestes barrières, les mesures qui ont été mises en place. Et puis je prendrai des petites notes avec mon petit calepin.
Je viendrai avec mon petit chapeau, mon petit borsalino, mon petit, mon petit imperméable et mon petit calepin avec mon petit stylo à plumes. À la prochaine émission, tu vas te faire un plaisir de me regarder et de me dire Eh ben non, j'avais raison, j'avais raison. Genre, Ouais, je te mettrai le calepin sous le visage et je te frotterai, tu sais, je te biflerai avec le calepin. c'est à la Cartman. Oh, comme tes larmes sont douces. Exactement. Non mais voilà, mais moi du coup je pourrais vous dire bah quand c'est passé, hein, moi je mettrais ma santé en danger, tu vois, pour aller au cinéma et pour vous dire. J'espère bah, que je pourrai voir un des films que je veux, parce que pour l'instant, je viens de retourner sur le site de mon cinéma et ils se sont mis à jour, ils ont mis la grille des films de fin octobre, donc c'est-à-dire avant la fermeture. Donc j'ai pas la nouvelle grille, mais ils mettent la liste des films qui vont diffuser, donc il y a notamment Adieu les cons et Drunk, qui sont 2 films que j'ai envie de voir, donc bah, je verrai bien lequel je pourrais voir à ce moment-là. Mais en tout cas voilà, on va peut-être passer, parce que là je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet, parce que c'est vrai que le sujet c'est surtout bah, les salles réouvrent, c'est la grosse news de la semaine, puisque c'est ce qui arrive mercredi, hein, mercredi les salles réouvrent, mais je pense que du coup on peut passer à notre 3ème rubrique, qui est notre sélection de la semaine, puisqu'on a fait un petit peu le tour de la question. Et on va commencer bah, avec Moi, qui est un petit film à vous présenter. Un film disponible sur Netflix, qui a été nominé aux Oscars. Je crois d'ailleurs qu'il l'a... Non, il l'a pas gagné l'Oscar. Attendez, je sais plus... Non, si c'est aux Oscars qui a été nominé, mais il n'a pas gagné l'Oscar puisque c'est Tenet qui l'a emporté à sa place. Il s'agit de Love and Monsters sur Netflix. Ce film est juste extrêmement bien. Il est très drôle, enfin en tout cas scénaristiquement, parce que sur le plan cinématographique, il est classique. Ne cachons pas les termes. Il est classique, hein, là-dessus, il casse pas 3000 pattes avec un canard. C'est un film post-apo, avec des monstres, tout ce qu'il y a de plus lambda. Mais l'histoire est, je trouve, extrêmement intéressante, puisque justement, c'est l'histoire d'un... En fait, dans l'idée, c'est... Il y a eu une apocalypse sur Terre, puisqu'il y a eu un astéroïde qui a voulu s'écraser sur Terre. Les gens se sont dit, quelle bonne idée, on va faire sauter l'astéroïde, comme dans Armageddon. Sauf que eux, ils ont été plus intelligents que ça, puisqu'eux, ils ont tiré les missiles nucléaires depuis le sol. Alors autant dire que les retombées dans l'atmosphère n'ont pas été les plus, comment pourrait-on dire ça, Jovial. plus sympathiques. Voilà. Puisqu'en fait, du coup, toutes les retombées radioactives qui sont arrivées sur Terre ont un tout petit peu fait muter toutes les formes d'espèces vivantes qui pouvaient traînasser dans le secteur, c'est-à-dire à peu près tout ce qui existe. Donc on se retrouve avec plein d'insectes mutants gigantesques qui ont évolué, etc. Et donc en fait, l'humain qui a, lui, au final, très peu muté, se retrouve comme un con parce que bah il est un petit peu la proie de tout ce qui traîne. À partir du moment où ça existe, ça a envie de le bouffer. Donc il faut au montage que tu nous cales le mème de Philippe Etchebest en mode Oh merde. Oh merde. Oh c'est con ça. Oh c'est con. Oh, c'est con ça. ah c'est con ça, je le rajouterai pour l'épisode de mardi. C'est vraiment la seule réaction que j'ai eue quand j'ai vu le film. Non parce que bah, c'est pour ça que je dis ça casse pas trop 3 pattes à un canard sur le postulat de base. Mais après par contre l'idée de base de l'histoire j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'en fait bah du coup tout le monde se retrouve à essayer de se planquer sous terre parce que c'est à peu près le seul endroit où ils sont à peu près safe de toutes les bestioles qui existent. Sauf qu'il y a un mec qui est joué par Dylan O'Brien qui est dans une de ces on va dire colonies, j'ai plus le terme exact, mais dans un de ces bunkers. Et le truc, c'est que c'est un peu le mec useless. C'est-à-dire que c'est le mec, il est pas bon au combat, il sait pas trop faire. Le truc pour lequel il est un tant soit peu bon, c'est faire la bouffe. Donc il est commis de cuisine dans le Et bunker. encore, même lui, il le dit, il est pas bon du tout. Voilà. Fait. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah il était en couple avant l'apocalypse. Et en fait, il ne sait pas si sa copine est en vie ou non. Mais il passe son temps à essayer d'être en contact avec les autres radios, et en fait il va découvrir que sa copine est en vie. Parce qu'il la recherche, du coup il sait pas si elle en vit ou pas, donc il la recherche dans les bunkers, et il y en a une qui va dire bah oui, elle est avec nous, elle est là, si tu veux je te la passe. Et il se rend compte que bah, sa copine, elle est vivante, et donc lui il est trop content, il se dit bah je vais retourner là-bas, je vais aller là-bas, on va reprendre notre amour comme c'était. Parce qu'en même temps il faut aussi préciser que dans le bunker, tout le monde est en couple, sauf lui. Sauf lui. Et ça fait 7 ans que le mec a pas vu de ses gonzesses. Donc autant te dire que le gars a les testicules tellement bleus que la nuit ça fait effet boule disco le truc. Et que même les schtroumpfs considèrent que c'est bleu. J'attendais une vanne de je trouve. Putain frère, t'es trop bleu pour être bleu là. Donc voilà. Et donc du coup il se dit, eh ben je vais aller la retrouver. Sauf que, pas de bol, elle est à l'autre bout des États-Unis. Donc il doit traverser littéralement 4800 km pour aller la retrouver, sauf que bah, c'est censé être le mec qui ne sait pas. Il doit faire un truc comme ça. Je crois qu'il doit 4800. 130 bornes, un truc du genre. Non, je crois que c'est 4800.
Non, ils sont vraiment à 130 bornes, mais après, faut replacer le contexte. C'est 130 km à travers un monde où chaque pas que tu vas faire va potentiellement Te te tuer. rapprocher de la mort. Parce qu'il y a une bestiole par mètre carré qui veut te tuer. Voilà. Et effectivement, le voyage risque d'être un peu mouvementé, donc. Et donc du coup, il décide de partir, parce qu'il est con quand même. Mais il C'est décide de d'énormes partir. couilles bleues, le mec, et il y va. Il a des couilles bleues, mais il a aussi de très grosses couilles bleues. Donc il décide d'y aller, et en fait, le voyage démarre, et le voyage est juste incroyable. Il va faire plein de rencontres, il va affronter des créatures, alors qu'il n'est pas censé être doué, mais il va réussir à s'en tirer. Il va rencontrer plein de protagonistes extrêmement intéressants, et il va se rendre compte aussi qu'il y a des créatures qui sont pas forcément méchantes, et il y a plein de choses qui vont se passer. Alors je vais pas vous spoiler sur ce qui se passe après, mais en tout cas le film est ultra bien écrit, j'ai trouvé le scénario, il est très bien pensé, je le trouve ultra intéressant. Je suis un peu triste qu'il n'était nominé que pour ses effets spéciaux aux Oscars, parce qu'il aurait pu mériter être un petit peu plus. Franchement impressionnant, faut dire la vérité. Oui. Il y a un moment avec ma copine, on s'est fait un concours quand on regardait le film de Un concours de qu'est-ce qui est fait en animatronique et qu'est-ce qui est fait en image de synthèse. Et pour vous dire, même moi qui suis assez, qui ai l'œil pour repérer les animatroniques parce que j'adore ça, à certains moments, j'ai vraiment été bluffé de voir que les effets spéciaux, donc les créatures en image de synthèse, étaient vraiment photoréalistes. C'est d'une Ouais. beauté, mais alors, C'est impressionnant. j'ai pas vu ça depuis The Last of Us Partie 2 sur PlayStation 4. Et donc, un jeu qui se veut photoréaliste, mais Et là, c'est où un tu film. sais que c'est de l'image de synthèse. Donc, vraiment, c'est assez impressionnant, je dois dire. Et d'ailleurs, pour dire, c'est un des rares films qui me donne envie de le revoir en fait. Oh! C'est rare en fait de trouver des films, à part les films d'horreur, parce que bon, les films d'horreur ça. Voilà. Mais c'est un des rares films, parce que techniquement il est un peu film d'horreur, techniquement, d'une certaine manière, mais je suis pas sûr, il faudrait que je regarde sa classification, parce que je suis pas sûr qu'il soit classé film d'horreur. En fait, au final, que vraiment film d'horreur à proprement parler, parce Oui. que, oui, comme je l'ai dit, en fait, chaque pas que tu fais peut te mener à une mort certaine. Donc, tu sais pas, en fait, si, quand tu vas, par exemple, rentrer dans une maison et ouvrir un frigo pour voir C'est s'il ça y a qu'il pas faudrait de que je vois. Mais en tout cas, voilà, je vous le tu vas recommande. tomber sur une bestiole qui va te sauter à la gueule, pondre dans ta gorge, et un alien va te sortir par le cul, quoi. C'est... En tout cas, voilà, je le précise, donc du coup, c'est disponible sur Netflix et je vous le conseille fortement de le regarder du coup dimanche soir. Et on va donc passer à Simon qui a une œuvre à nous présenter pour lundi. Justement, il s'avère que je me suis fait le film dont je vais parler juste avant, Love and Monster. Donc je trouvais ça un peu sympathique d'en parler bizarrement juste après. Mais je vais vous parler d'un film extraordinaire qui s'appelle Les Mitchell contre les machines, qui est disponible sur Netflix et qui raconte en fait l'histoire d'une gamine dont j'ai complètement zappé le nom malheureusement, qui en fait a énormément de mal à nouer des liens avec sa famille, tout simplement parce qu'ils ont tous des centres d'intérêt totalement différents. Et elle, qui est passionnée de cinéma, tiens, comme c'est étrange, ça pouvait pas faire que me parler, bien évidemment, elle décide en fait de enfin prendre son indépendance et de partir à une fac qui se passe à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que comme son père, en fait, s'aperçoit que lui et sa fille, ça va plus vraiment coller jusqu'à ce qu'ils se revoient pour Thanksgiving ou Noël ou ce genre de choses, il décide de marquer le coup et puis de se dire, tiens, je vais faire un truc, je vais annuler son billet d'avion et en fait, on va se faire un road trip en famille, une dernière semaine en famille. On va peut-être tenter de pouvoir, comment je peux dire ça, ressouder des liens. Donc, en jeu de premier ordre pour le père de famille, ainsi que pour le reste de la famille, qui font en quelque sorte tous des efforts. Sauf que manque de bol, pendant cette semaine qui devait être littéralement la semaine pour renouer les liens en famille, eh ben, il se passe un truc génial. C'est l'apocalypse des machines. Les robots, comme avec Skynet, comme dans J'aurais peut-être Terminator. pas employé le terme génial pour en parler, mais. Merci, y a pas, ouais, bien évidemment, fallait voir le parallèle, mais c'est évident comme il fait jour, le film est bourré de références. Mais donc dans l'idée, les machines décident de prendre le pouvoir d'une manière que je qualifierais d'extrêmement pertinente, surtout à l'heure actuelle, parce que de toute façon, c'est tout le pardon, excuse-moi, parce que de toute façon, en plus, c'est tout le propos du film, donc ça passe crème en fait. Et où en fait cette famille complètement dysfonctionnelle et totalement déglinguée parce ils ont tous un pet au casque à différents degrés d'échelle, vont devoir en fait s'unir comme jamais pour pouvoir faire face à l'apocalypse des machines. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce film est un putain de chef-d'œuvre, faut dire la vérité. L'animation est exceptionnelle, les musiques sont vraiment très cool, les scènes sont drôles à en mourir. Je veux dire, c'est la première fois depuis je sais pas combien de temps que je me suis pris à lâcher une larme de rire tellement le film m'avait ému aux larmes à certains moments. C'est beau, c'est poignant, c'est très drôle. C'est vachement incongru à certains moments parce qu'en fait, en gros, comme la fille fait de l'animation, mais genre fait sous Paint en fait dans des petits films qu'elle me poste sur YouTube,
Il y a des moments où en fait, dans la diégèse du film, on intègre en fait cette animation à ce qui se passe réellement. Alors je peux vous assurer que quand le père prend un dérapage contrôlé avec une bagnole de merde et prend un tremplin, la GTA, et que derrière vous voyez des explosions faites sous paint, des croquis de son père avec des têtes d'ours, son petit frère avec une tête de vélociraptor et tout le bordel, vous ne pouvez pas faire autrement que d'être plié de rire tellement c'est incongru dans la situation dans laquelle ils vivent. Les robots sont super bien gérés. Le principe même en fait du film d'essayer en fait de dire une famille vous en avez qu'une seule, il faut la préserver, il faut passer du temps avec elle, il faut faire l'effort et tout ça. C'est franchement super bien abordé, c'est super bien travaillé. C'est jamais trop disponible sur lourd, Netflix, c'est c'est jamais ça trop gras, c'est jamais trop d'essayer d'en faire trop pour faire trop. Et c'est un film que je recommande à tout le monde en tant qu'adulte, en tant qu'enfant et surtout en tant que parent. Parce que c'est très rare d'avoir un film qui touche autant de personnes et qui est aussi bon. Et c'est disponible sur Netflix. Voilà. Et donc du coup, on va passer à notre œuvre du mardi avec Jean Terge qui a une œuvre à nous présenter. Et de mon côté, on va totalement laisser tomber la science-fiction et en plus partir dans de l'humour pur, étant donné qu'il s'agit d'une série qui est assez connue, puisque c'est Park and Recreation, ou plus simplement Parc et Loisirs en France. Ah, c'est dégueulasse. Alors, de quoi parle cette série? Eh ben, tout simplement, comme son nom l'indique, elle parle du département des parcs et des loisirs de l'État de l'Indiana, donc des employés tout simplement de ce domaine-là, de ce département-là. Donc c'est tout simplement le principe d'une sitcom, tout ce qu'il y a de plus classique dans la même lignée que Scrubs ou que Brooklyn Nine-Nine. Ça a un humour très typique de ce genre de sitcom, mais ce n'est clairement pas pour ça que je trouve qu'elle est intéressante à en parler. C'est surtout par rapport à ces acteurs, qui sont justement des acteurs qui sont pas du tout prévus pour de l'humour. Et pas très Notamment, connu non par plus. exemple, et pas très connu non plus de base. C'est contrairement à l'autre œuvre dont je parlerai et à d'autres œuvres en général, la plupart du temps dans les sitcoms. Par exemple, je pense que beaucoup connaissent cette série grâce à Chris Pratt, qui est, Qui est Chris Pratt? je ne vais pas dire méconnaissable, mais qui est clairement pas du tout dans la même forme que le Star-Lord qu'on connaît, C'est sûr. et dans la même forme dans toutes les formes, tout court, étant donné que là, il va jouer un employé, on va dire, très sarcastique, enfin pas sarcastique, mais très porté sur la déconnade et à souvent faire le con, comme beaucoup d'autres employés. Donc je vais pas forcément tout dire et décrire tous les personnages parce que c'est le plus intéressant, c'est justement de les découvrir. C'est une série qui a 7 saisons, donc, actuellement. Donc, avec un nombre total de 125 épisodes et même un épisode spécial confinement. Donc, clairement, c'est des épisodes de 20 minutes. C'est pour binge-watcher comme le plus sale des sales. Si vous voulez juste regarder quelque chose en fond et ne pas vous prendre la tête, je vous conseille totalement Park and Recreation, qui est du coup disponible sur, si je ne dis pas de bêtises, non, Amazon Prime. Pardon. Amazon Prime Video, oui. Et du coup, voilà, merci à toi. Et donc, on va passer à l'œuvre du mercredi. Et avant de présenter cette œuvre du mercredi, je tiens à le dire, j'ai triché. Vous pouvez muer, Oh, vous pouvez... Voilà. J'ai triché parce que d'habitude, on vous présente des œuvres que nous avons regardées et que nous vous présentons. Sauf que là, je vais prendre une œuvre que je vais vous recommander. Je me permets de t'interrompre. Là, à ce moment-là, au montage, tu rajoutes les connasses, tu sais, dans Game of Thrones qui font oh Shame! Shame! Avec les cloches. Shame! Oui, on va la mettre. Mais du coup, ouais, je vais vous présenter une œuvre que je n'ai pas vue et que d'ailleurs aucun de nous n'a vue, mais qu'on a tous envie de voir, je pense. Enfin, Ça, presque c'est clair et tous. net. Est-ce que c'est une œuvre qui n'a été diffusée qu'une seule semaine au cinéma? Et il s'agit de Drunk de Thomas Vinterberg. Donc Drunk qui Le film est juste démentiel, faut il dire a la l'air vérité. incroyable, qui va raconter l'histoire. Donc je crois qu'il est enseignant, c'est ça? Ouais. Ça, donc donc c'est Matt Mikkelsen qui joue le rôle d'un enseignant qui se retrouve à qui a un petit peu marre de sa vie et qui veut essayer de faire des choses un peu nouvelles et de se libérer. Et qui, du coup, comme le titre du film l'annonce, va se retrouver dans une fête et va se bourrer la gueule. Lui et ses collègues professeurs en fait, ont énormément de mal à nouer un vrai lien avec les élèves et à les intéresser. Et en fait, oui, il va se beurrer la gueule comme Comment ça? comme une huître en fait. Voilà. Je sais pas comment le dire Et autrement.
c'est tout le principe du film, c'est de suivre justement cet enseignant dans une fête d'étudiants bourré, et c'est tout. C'est littéralement le concept du film. Mais genre juste voir Mads Mikkelsen bourré dans une fête d'étudiants, j'ai envie. Et le film a gagné un Oscar et un César, donc ça me donne encore plus envie de le voir. Donc c'est pour ça qu'on triche un tout petit peu en vous présentant ce film, parce que ça nous permet aussi surtout de vous présenter, pour la réouverture des cinémas, un film au cinéma, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu vous présenter d'œuvre au cinéma depuis plus de 6 mois maintenant. C'est long. Oh là là, ça fait tellement mal de pas pouvoir présenter au cinéma. Donc là, on peut enfin vous présenter un film qui sera diffusé au cinéma, même si malheureusement on ne l'a pas encore vu. Mais de toute façon, je vous en reparlerai potentiellement la semaine prochaine, puisque il y a de fortes chances que ce soit le film que j'aille voir vendredi. Mais donc du coup, on va passer rapidement dessus, puisque on ne l'a pas encore vu, donc on peut pas trop en dire non plus, puisqu'on ne sait que ce que tout le monde est un petit peu au courant. Et on va passer à l'œuvre du jeudi, qui vous sera présentée par Simon. Ah bon, c'est moi? Oui. Panique totale, c'est quoi le film? Ah oui. C'est celui qui m'a fait changer au dernier moment. Mes fiches. Alors, moi, je vais parler de Resident Evil Damnation, second volet de la trilogie d'animation sur Resident Evil. Alors, que les choses soient très claires, j'ai fait une vidéo sur les films d'animation Resident Evil, disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir pour un peu plus de détails. Oh l'autre il fait de la promo. Non, c'est pas forcément pour faire de la promo, c'est pour les plus vite, c'est que malheureusement, C'est totalement pour faire de la si promo. vous ne connaissez pas l'univers des jeux, le film ne vous parlera pas forcément, parce que que ce soit en fait le premier volet juste avant, donc Dégénération, ensuite Damnation et ensuite Vendetta, ce sont des films en fait qui sont là pour être du bonus au jeu. C'est plus des produits dérivés en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il y raconte en fait le film? Léon S. Kennedy est un agent spécial du gouvernement américain envoyé en République la de mèche. l'Est pour en fait vérifier la véracité de l'utilisation d'armes biologiques, donc c'est-à-dire les zombies, les Lakers et autres joyeusetés qu'on trouve dans l'univers de Resident Evil, donc contre la population. Svetlana Belikova étant, comment ça s'appelle, la présidente en place, c'est très mal vu en fait qu'un agent américain arrive sur place. Donc le mec est en mode Solid Snake commando, il doit se planquer le plus vite possible. Et c'est dur Quand il parce arrive qu'il sur a place- une mèche. Ouais, et surtout parce qu'il a une mèche. Ça passe pas du tout en Europe de l'Est, mais alors pas du tout. Quand il arrive sur place, il va s'apercevoir que oui, il y a vraiment des armes biologiques, et par les moindres, des Lakers qui sont extrêmement dangereux. Il va très vite être capturé, il va très vite en fait rencontrer les autres en gros les combattants de l'indépendance, qui combattent le pouvoir en place, et en remontant en fait la piste tout simplement de qui a apporté les armes biologiques, il va se retrouver au cœur d'un complot en fait gouvernemental, voilà, je cherchais le mot, au sein même de ce petit pays en fait qui est la République slave de l'Est. Alors, pourquoi est-ce que je voulais parler à la base de ce film? Tout simplement parce qu'au niveau de la technique, ce film est juste très bon, faut dire la vérité. Il a bénéficié en fait de caméras 16 millions de pixels qui ont un rendu en Blu-ray magnifique. Il y a énormément de détails. Les Lakers sont... Enfin, si vous êtes habitué à l'univers de Resident Evil, vous savez de quoi je parle. Les Lakers sont censés être vraiment des écorchés dégueulasses. Mais alors là, en termes de beauté dégueu, je sais pas trop comment le dire autrement. De la beauté Les macabre. Lakers sont vraiment, vraiment formidables, faut dire la vérité. Et non seulement en fait les mouvements des acteurs, donc les mouvements faits en motion capture, sont vraiment ultra fluides, la réalisation est extrêmement dynamique et le film est très sympathique. Si vous êtes fan de l'univers de Resident Evil, je vous le conseille ardemment pour la simple et bonne raison en fait que c'est un excellent film d'une petite heure 20, pas énormément sans prétention, on va dire, et qui passe bien pour un jeudi où tout le monde le sait, le jeudi, on se fait chier. Voilà, c'est disponible sur Netflix ainsi que les 3 autres volets de la trilogie. Voilà. Et donc du coup on va pouvoir passer à notre œuvre du vendredi avec Jean Terge qui a une petite œuvre à nous présenter. Et qui est, encore une fois, dans la lignée donc, que je disais, qui est de l'œuvre précédente, étant donné que cette fois-ci, il s'agit de The Office. Donc, qu'est-ce que c'est que The Office? C'est une sitcom, patati patata, je ne vais pas vous refaire tout le texte. Mais qu'est-ce que cette sitcom a de si particulier? Elle a de si particulier, étant donné qu'elle est très mémétique. Pour ne pas dire que une grosse majorité... automatique de mèmes. Par épisode, il y a un mème, littéralement. Oh, même plus. Bah oui, même plus. Pour ne pas dire, cette série, justement, a eu énormément de ces passages qui ont été tournés et dérivés en mèmes, et qui, du coup, n'en est pas qu'à cet état-là. Par exemple, là où Spider-Man 3 a été beaucoup tourné en mème, alors que le film n'était pas si ouf, cette série est très très bien.
Elle prend le pas sur, enfin, elle prend le principe de tourner une série donc dans un office, tourner dans un département d'une société Un tout bureau. aussi random. C'est un bureau qui vend du papier. Il y a rien de ouf par rapport à ça. Et c'est tourné comme un documentaire. Donc forcément, il fallait qu'il fasse des conneries. C'est très caméra à l'épaule, en fait, et on Voilà. se sent beaucoup plus proche C'est- des personnages grâce à ça, en fait. C'est ça, exactement. Et justement, le fait que ça tournait tel un documentaire qu'on peut retrouver d'habitude le samedi soir sur M6, on a le même type de de plan, le même type d'univers en termes de dialogue et tout. C'est un truc très basique, en plus du fait que c'est juste dans un bureau, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais ça rapporte justement une empathie qui est énorme pour les personnages, et les phases d'humour sont magnifiques, notamment avec certains personnages qui sont en réalité des gros psychopathes. Mais ça, je vais pas le dire, on le découvre dans la série. C'est clair. J'en connais un en voilà. particulier, je vois lequel. Voilà, Pourtant, j'ai pas hein, vu le- la série. Voilà, mais, peu importe, même moi, je n'ai pas encore fini la série, mais de ce que tu en vois dans les mèmes, tu sais qui il s'agit quand tu penses à un psychopathe. Alors, Mais, en termes de mèmes, d'ailleurs, on peut citer par exemple le Oh God Please No, qui est oui, pas sûr. connu. On peut citer le Parcours Zergen. I should have burned this place when I have the. Enfin, j'aurais dû brûler cet endroit quand j'en avais la chance. C'est ça. Qui est Donc non, qui est juste génial. cette série est énorme, clairement. Elle est vraiment très intéressante dans tous les points. Et pour vous dire à quel point l'humour peut être surprenant parfois, tout en étant horrible dans le principe d'humour noir ou dans la critique satirique, c'est parce que cette série a été créée par Ricky Gervais. Et ceux qui suivent les Oscars savent de quoi Ricky Gervais est à peu près capable. Oui. That's what she Voilà. Oui. Personnellement, Donc voilà, clairement. Paul, je la compare Mhm. souvent The Office à une série anglaise que j'aime énormément qui s'appelle. Alors, il y a le film qui s'appelle In the Loop, si je ne dis pas de bêtises. Et la série doit s'appeler The Trick of It ou un truc comme ça. Faudrait vraiment que je retrouve le nom parce que malheureusement, en fait, le problème c'est qu'elle est très peu disponible. En fait, elle n'est pas disponible sur la SVOD. Ce qui fait que même pour la trouver en stream ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Mais avec Peter Capaldi dans le rôle principal. Et je pense que tout le monde a eu l'occasion de voir au moins une image où on voyait Peter Capaldi, donc le Docteur Wu, qui s'amuse à balancer des va te faire enculer à tout le monde en mode bas les couilles, et qui est complètement taré au demeurant. Et je trouve que cette série, en fait, c'est vraiment le The Office anglais, en fait. C'était juste pour le petit aparté comme ça. Je connaissais pas du tout pour le coup. Donc, Je la recommande énormément. Malheureusement, je ne peux pas en parler dans l'émission parce qu'elle n'est pas en SVOD. J'ai même eu énormément de mal à la trouver, en fait. Rigole. Avec un peu de chance, on la rigole trouvera with peut-être rules. sur Stars. Ouais, j'espère. Parce que clairement, pour reparler de série, c'est ce qui m'est arrivé avec Scrubs, que je regarde depuis des années et que Stars a enfin mis en disposition en SVOD. Enfin bref. Donc voilà. Donc pour revenir, The Office qui est disponible sur Netflix et Amazon Prime. Voilà. Donc voilà. Arrête de manger, s'il te plaît. Et on va donc pouvoir passer à la dernière œuvre pour le samedi. Je vous conseille, avant de passer à cette œuvre, de prendre une grande inspiration, puisqu'on va parler d'Oxygène d'Alexandre Aja. J'ai attendu ce film, et je vous ai fait chier avec, à chaque fois qu'il y avait une news sur le film, je vous la balançais dans l'émission. Et je ne regrette pas d'avoir attendu ce film. Et je ne regrette pas d'avoir vu ce film. Parce que je l'ai regardé Day One, hein. Il est sorti, je l'ai regardé, hein. Qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, oui, c'est un film donc avec Mélanie Laurent. Donc l'histoire est assez simple à comprendre. Mélanie Laurent se réveille dans un caisson cryogénique sans savoir ce qu'elle fait là. Elle n'a plus aucune mémoire de même qui elle est. Et quand elle essaye de sortir, il y a eu une intelligence artificielle dans le caisson qui s'active et qui lui dit « Je ne peux pas ouvrir le caisson ». Et elle se retrouve donc dans un caisson fermé, sans rien pouvoir faire. Sauf qu'il y a un autre petit truc qui vient se rajouter, une petite alerte, qui lui dit « Il vous reste 35% d'oxygène », ce qui lui laisse 3 heures grosso merdo avant de mourir asphyxiée. Ouais, ça pue grave de la gueule cette histoire. Et donc, elle se retrouve dans un caisson, elle a 3 heures pour s'en sortir, sinon elle meurt asphyxiée. Le film est éprouvant au possible. Plus il avance, pire c'est. Vous pouvez demander à ceux, justement aux autres chroniqueurs, parce que je leur en ai parlé brièvement sur Discord quand je le regardais. Plus ça avance, pire c'est. Enfin, il devient de plus en plus raide, de plus en plus éprouvant. Il est vraiment très très dur. Et à la différence de beaucoup de films d'horreur que j'ai vus, et pourtant j'ai vu quand même des films d'Alexandre Aja,
il a décidé que le climax ne serait pas au climax du film. L'apogée de l'horreur n'est pas à la fin. Oh, surprenant. C'est surprenant, c'est-à-dire qu'en fait, l'apogée de l'horreur, le moment où ça empire de plus en plus, ça monte dans à peu près le 3e quart du film. Et quand on arrive dans le dernier quart du film, ça part sur autre chose. Extrêmement intéressant aussi, je vous recommande très fortement de regarder parce que c'est là où il y a toute l'histoire qui prend de l'ampleur. Parce que du coup, on prend conscience d'en fait, elle prend conscience de tout. Je vais pas dire de quoi précisément, mais elle prend conscience de tout. Et je vous laisse le regarder parce que le film est haletant. Justement, on a envie de ne pas respirer du film. Et c'est le postulat de base du film. Et il le réussit à merveille. En plus de ça, c'est signé Alexandre Aja, qui est un réalisateur français. D'exception, faut dire la vérité. Et qui est d'exception. C'est le mec qui a fait Haute Tension. C'est le mec qui a fait Piranha 3D, qui est selon moi l'un des meilleurs de la saga Piranha. Oui, complètement. Et pourtant, Le Spielberg meilleur. en a fait un. Pour vous dire. Il a fait le remake de La Colline à des yeux aussi. Il a fait le remake de La Colline des yeux qui est, à mes yeux, meilleur que celui de Wes Craven. Et même Craven lui-même l'a dit qu'il était meilleur. Donc pour vous dire. Donc le mec, il a un gros palmarès derrière lui. Et il s'est ramené avec ce film. Et en fait, à la différence de ce qu'on aurait pu s'attendre, au lieu de faire un film américain, comme il l'a fait, il a choisi de faire un film français, avec justement comme actrice principale Mélanie Laurent, qui est une actrice française. Et c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a pour une fois un putain de film d'horreur signé Alexandre Aja. Et il est français. J'ai eu autant de frissons en apprenant ça que quand on m'a annoncé que Pascal Logier allait sortir Bienvenue à Ghostland. Pour vous dire. Et vous savez à quel point j'ai aimé Bienvenue à Ghostland. Donc c'est pour dire, le film est incroyable. Il est ultra bien foutu. Il vous tient en haleine jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même après le climax, il vous tient encore en haleine. Alors que pourtant, normalement, une fois que le climax est passé, on est censé avoir la retombée et tout se passe normalement et puis ça va très très vite, en 5 minutes on a la fin du film. Alors que là, ça retombe. Mais il nous tient en haleine encore pendant 15-20 bonnes minutes et c'est impressionnant. Le film est extrêmement bon. L'histoire est incroyable parce qu'en plus, il y a cette découverte, cette recherche de soi. Elle essaie de comprendre qui elle est à travers tout ce qu'elle peut faire. On comprend plein de choses au fur et à mesure du film qui mettent encore plus de tension parce que on a nous-mêmes en tant que spectateurs des espoirs, on va dire. On se dit, ah, il pourrait se passer ça, ça, ça et ça. Et Alexandre Aja prend un malin plaisir à détruire la plupart d'entre elles les unes après les autres. Mais genre, pas en tout petit. Quand il décide de détruire, il y en a une notamment, quand vous verrez le film, vous saurez exactement de laquelle je parle, mais il y a un espoir que nous on a pour elle, qui nous détruit, mais genre en version triple XL. Hein. Genre, je vous laisse regarder parce que vous allez voir que il y a plein de manières de détruire cet espoir-là par rapport à ce genre de film. Mais lui, il a décidé de faire un truc en mode, non, moi je fais pas la petite bite. Moi je détruis en gras. Donc voilà, et je vous le recommande très fortement. Il est disponible du coup sur Netflix. Il est sorti il y a 3 jours et il est incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce film. Je vais me faire ce soir en tout cas. Voilà, mais vraiment, je vous le recommande très très fortement. C'est peut-être même l'un des meilleurs films d'Alexandre Aja à ce jour. Après, j'ai pas encore vu Haute Tension, donc je peux pas comparer à Haute Tension qui était considéré comme étant le meilleur. Mais il est meilleur que La Colline des yeux, meilleur que Piranha. De mémoire, il avait sorti aussi Crawl, si je ne dis pas de bêtises, là, qui était sorti pas juste avant, mais c'était le film qu'il avait sorti avant, donc Oxygène. Et si je ne dis pas de bêtises, la critique avait été assez mitigée dans le sens où la moitié disait que c'était bien, l'autre moitié disait que c'était pas génial. Et personne n'avait réussi malheureusement à se mettre d'accord là-dessus, et je n'ai pas eu l'occasion de voir non plus ce film malheureusement. J'ai pas eu non plus l'occasion de le voir. Mais en tout cas, voilà, Oxygène, je vous le recommande vraiment. Il est très très bon, il vous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. C'est un très très bon thriller psychologique. Après, ça reste du Alexandre Aja, donc il y a des petites scènes qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Hein, petit trigger warning si vous avez la phobie des aiguilles. Vous allez pas forcément passer un agréable moment devant ce film. C'est mon cas, donc je peux vous le dire, vous allez pas passer un moment agréable devant ce film. Mais c'est pas vraiment dans le climax. Sur le reste du film, il y a pas de souci, mais sur le climax, vous allez pas être bien. Mais je vous le recommande en tout cas très fortement. Très très bon film. Vraiment, regardez-le. C'est ce que je peux vous dire. Et donc du coup, petit bilan rapido sur tout ce qu'on a pu voir. Eh bien, dimanche soir, je vous conseille de regarder, donc demain soir, Love and Monsters sur Netflix. Lundi soir, Simon vous conseille de regarder Les Mitchell contre les machines sur Netflix. Mardi soir, Jean-Terre, je vous conseille de regarder Park and Recreation qui est disponible sur Amazon Prime Video. Je vous conseille mercredi soir d'aller faire un petit tour au ciné. Alors du coup,
pas en soirée, mais juste avant, parce que bah oui, il y a toujours le couvre-feu, mais donc du coup de pouvoir aller regarder Drunk de Thomas Winterberg qui sera diffusé au cinéma dès mercredi. Simon vous conseille de regarder Resident Evil Damnation disponible sur Netflix jeudi soir. Jean-Terre, je vous conseille de regarder vendredi soir The Office disponible sur Amazon Prime Video et aussi sur Netflix, si je ne m'abuse. Et je vous conseille de regarder samedi soir Oxygène de Alexandre Aja disponible sur Netflix. En tout cas voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été aussi nombreux sur l'émission, donc c'est plutôt cool de retrouver un petit peu du monde. Et on a pu parler de la réouverture du cinéma, on en reparlera un peu la semaine prochaine, hein, on fera un deuxième sujet sur la réouverture des cinémas la semaine prochaine. Bah, on en fait un avant pour dire qu'est-ce qui va se passer, et maintenant on en fera la semaine prochaine pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé à cette réouverture. Après, potentiellement, on repoussera d'une semaine pour avoir les chiffres, si jamais on a besoin des chiffres, parce que bah, vous nous connaissez, on aime bien vérifier nos sources. Mais donc du coup, voilà. En tout cas, bonne soirée à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinéma.NZ, votre podcast cinéma. Salut tout le monde! Bonne soirée.